Salut! Alors aujourd'hui, on va parler concurrence sur le rail en France. Vous savez, celle que beaucoup décrivent comme étant le Saint Graal qui va tout améliorer, tout solutionner et faire baisser les prix. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. D'autres au contraire y voient comme un grand Satan qui va mettre à mal le train, tuer son système, ruiner son économie. Bon, je ne vous cache pas qu'on va pas trop rigoler avec cette vidéo, car ce sujet s'y prête très peu, mais il est très utile pour comprendre l'environnement ferroviaire en France. Je vais direct préciser l'objet de la vidéo. Je ne suis pas là pour vous dire ce que j'en pense, ou vous dire si ça va être top ou une arnaque magistrale. Non, le but de cette vidéo est de vous donner les faits, vous expliquer comment ça va s'organiser. À vous, à partir de ces faits, de vous faire un avis. Car j'ai remarqué que sur le sujet, beaucoup de gens en avaient déjà un, mais qu'en fait, peu savaient réellement de quoi il retourne. Car oui, là aussi, vous allez voir que rien n'est simple. On est dans le ferroviaire après tout. J'ai oublié le générique. Bon, générique alors. Et ouais, ça c'est l'effet concurrence, un générique de fou. Bon, retour à nos trains. Je vais poser quelques bases pour que vous sachiez de quoi on parle. Puis j'enchaînerai sur un rapide retour historique et un état de situation actuel. Enfin, j'ouvrirai sur le futur. Bon là, c'était mon plan. Oui, comme un exposé de troisième. Le marché ferroviaire français n'est pas un, mais plusieurs. Aussi, tous ceux qui vous disent le train ceci ou le train cela ont tort. Il n'y a pas le train, ça n'existe pas. Il y a autant de cas que de types de trains. L'ouverture à concurrence concerne le trafic et non le réseau. D'autres pays ont tenté de tout ouvrir, mais c'est rapidement devenu l'anarchie, avec des risques d'accidents importants. Voici mon pass annuel, il coûte plus de 4 500 €. Ça représente 8% de mon salaire. Il me permet d'aller de Hove à Londres, mais pas de prendre le métro dans la capitale. Quand je dis à mes amis et à ma famille combien je paye, ils ne me croient pas. C'est de l'extorsion pure et simple. Un prix exorbitant et rarement un siège de libre, mais aussi des grèves à répétition ces dernières années et des retards quasi quotidiens. J'ai embauché des gens qui vivent le long de cette ligne et ils ne peuvent plus se permettre d'aller au travail. Ou alors ils sont tellement stressés qu'ils ne veulent plus travailler à Londres. Donc non, en France, le réseau est et restera géré par un seul opérateur, qui ne sera en concurrence avec personne d'autre, enfin à de très rares exceptions près. Donc globalement, il y a le TGV, le fret, c'est les trains de marchandises, les TER, le Transilien et les intercités. Chaque type de produit est une entité dont le financement et les décisions sont indépendantes des autres. Pour TGV, c'est pleinement SNCF. L'entreprise possède les rames, décide des relations, des prix. Bon, c'est une indépendance relative, car forcément, l'influence politique est grande. Mais ce n'est pas un service public. Si ça participe pleinement à l'aménagement du territoire, son rôle n'est pas de faire du porte-à-porte à l'usager. Non, il est là comme une entreprise lambda pour faire du chiffre. Donc ne parlez pas de service public pour le TGV, ça n'en est pas un. Le fret, je vais y revenir un peu après. Mais là aussi, ce n'est pas du service public. Marché ouvert, chiffre, rentabilité. Pour le TER, c'est divisé en autant de marchés qu'il y a de régions. Donc dire le TER c'est top ou c'est nul, ça n'a aucun sens. Le TER Hauts-de-France n'a rien à voir avec le TER Aquitaine par exemple. Pourquoi ça ? Car le décideur en matière de TER, c'est la région politique. Autres compétences importantes des régions, l'aménagement du territoire et l'organisation des transports. Ce sont elles, par exemple, qui s'occupent des TER en partenariat avec la SNCF. Plus précisément, c'est le vice-président chargé des transports qui négocie une convention avec la SNCF pour organiser le fonctionnement des TER dans cette région. En clair, le conseil régional peut décider de l'ouverture ou de la fermeture des petites lignes de train. Ce sont vos impôts qui financent, donc vos politiques qui décident. Si vous avez un train à 8h et non pas à 7h30, c'est parce que le payeur, donc la région, a demandé un train à 8h. Si vous avez 10 allers-retours par jour sur votre ligne, c'est parce que la région en a demandé 10. Si elle en demande 20,
vous en aurez 20. Enfin, si ça passe sur le réseau. Car en fait, tout ça se fait conjointement avec des discussions avec la SNCF. Mais à la fin, celui qui décide, c'est celui qui paye. Donc, la région politique. Le prix du billet ou de l'abonnement est aussi fixé par la région. À ce sujet, vous ne payez que 10 à 20% du coût réel d'un trajet. Le reste est supporté par la collectivité. Le TER est un marché de service public. Le Transilien, c'est un peu un très gros TER. La région paye et décide. Sauf que c'est énorme en nombre d'usagers, de trains, d'infrastructures. Le Transilien est aussi un marché de service public. Et enfin, l'Intercité, ce produit se rapproche des TER, sauf qu'il est piloté par l'État. L'Intercité est aussi un marché de service public. Voilà, vous avez tout bien en tête ? TGV, fret, pognon. Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que je suis heureux ? Quand j'ai du pognon dans la caisse. Quand il y a plein de pognon dans la caisse, alors là ça va. Moi ce qui compte, c'est le pognon. Uniquement. Vendre, c'est ça. TER, Transilien, Intercité, service public. Alors passons à la concurrence. Chaque marché est différent et à chaque marché, son cadrage législatif. Le fret, c'est le premier marché à avoir été ouvert à concurrence en France. Pour faire simple, les jeunes qui vont passer leur bac cette année scolaire, donc en juin 2022, n'ont jamais connu le monopole fret SNCF. Avant 2003, la SNCF avait tout le marché fret ferroviaire français. Un client avait un wagon à expédier, pas de problème. On envoyait une locomotive chez ce client et on prenait son wagon. On le ramenait à un triage où on l'assemblait à d'autres pour former des trains qui allaient prendre des grands axes. Une fois arrivé, on faisait l'inverse, on découpait le train et on allait livrer le wagon chez le client final. Ce n'était pas du tout rentable, car ça demandait beaucoup de personnel, de matériel et d'infrastructures. Mais c'était pas un problème parce qu'on ne comptait pas. C'était du service public, au même titre que tous les autres types de trains. À partir de 2003, tout bascule par une volonté européenne. D'autres entreprises que la SNCF ont le droit de faire des trains de fret en France. Et forcément, un marché concurrentiel a des règles. On doit pouvoir contrôler les finances et les entreprises doivent avoir un accès équitable au réseau. Donc là, adieu entreprise intégrée SNCF. Et bonjour la séparation des activités. Lance le barbecue. Et même pas besoin de carré-zip. We're back! On commence par séparer le réseau des trains. Entamée depuis 1997 en préparation de cette ouverture à concurrence, cette réforme va bouleverser la SNCF. Avant 1997, la SNCF c'était une entité et une seule. L'année dernière, Bernard Ponce, ministre des Transports d'Alain Juppé, scinde l'entreprise publique en deux sociétés distinctes. D'un côté, la SNCF chargée de l'exploitation commerciale et de l'autre, RFF, Réseau Ferré de France, en charge de la construction des lignes et des infrastructures. Réseau Ferré de France est créé et possède désormais le réseau, c'est-à-dire les rails, les caténaires, les gros triages. C'est une entreprise distincte de la SNCF. De son côté, la SNCF doit découper son entreprise pour plus de clarté dans les comptes. Chaque produit devient responsable de ses comptes. Du coup, pour faire ça, on va découper les moyens. Telle locomotive devient fret, tel autre devient voyageur, et pareil pour les agents. Un conducteur qui auparavant faisait tous les types de trains devient un conducteur fret ou voyageur, mais pas les deux. De fait, on crée des doublons partout. Les gens qui travaillent à la conception des journées de travail, par exemple, sont dédiés à un type de produit. Aussi, là où avant il y avait un gros bureau avec plein de monde, on va créer plein de petits bureaux avec peu de monde dans chaque. Vous me direz que ça revient au même. Eh bien non, car ça va multiplier par autant les frais de structure. Par exemple, là où vous aviez une photocopieuse pour le grand bureau, vous en aurez une par petit bureau, car ils sont plus dans le même lieu. Là où vous aviez une cellule qui s'occupait de la compta, vous en aurez autant que de produits, avec chacun leurs locaux, leurs fournitures, leur encadrement, et ainsi de suite. Et ça fait exploser les frais de structure. 1 plus 1 égale 2. Non. Dans le même temps, puisqu'on compte désormais, on va se recentrer sur les marchés rentables. Plus question que le TGV paye les pertes financières du fret, compte séparé. Donc on va aller voir notre petit client avec son wagon et lui dire « Au fait, ton wagon, désormais, on te fera payer le prix réel de son acheminement. » Et ça fera donc un prix multiplié par 5. Le client
il est logiquement allé voir la concurrence naissante. Sauf que la concurrence, elle n'était pas non plus là pour enfiler des perles. Rentable? Non? Pas de train alors. Car la fameuse baisse des prix espérée de la concurrence était ridicule. Et là où les SNCF augmentaient soudainement les prix par 5, la concurrence ne faisait guère mieux. Saloperie de facteur humain. Aussi, énormément de clients isolés ont basculé vers la route. C'est moins le cas du train entier, à un client avec 25 wagons par exemple, car manipuler un wagon chez 25 clients coûte beaucoup plus cher que manipuler 25 wagons d'un coup chez un même client. Donc on arrivait à lui proposer des prix bien plus attractifs. L'activité fret s'est retrouvée d'un coup avec un outil industriel complètement surdimensionné. Il y avait plein d'agents, plein de triages, plein de locomotives, mais plus de trains. Si bien que même en se concentrant sur les trains rentables, elle a continué à perdre énormément d'argent. Côté concurrence, ça n'a pas été terrible non plus. La France n'est pas un pays industriel, si bien que du train de fret rentable, il y en a très peu. Le grand gagnant de l'ouverture à concurrence ferroviaire aura été la route et les camions. Adieu climat, bonjour diesel. En France, en 2016, 338 milliards de tonnes kilomètres ont été acheminées par la route. Le fret routier a représenté 88% du transport de marchandises, contre 10% pour le transport ferroviaire et 2% pour le transport fluvial. Pour la petite histoire, RFF était une coquille vide, juste une structure de gestion. Ça a créé un capharnaüm de frais administratifs et de blocages divers. Les agents qui savent gérer et entretenir leur réseau sont toujours SNCF, mais le réseau est RFF. Imaginez le souk. Donc fin 2014, RFF est enterré et remplacé par SNCF Réseau, entreprise distincte de SNCF Voyageurs qui fait les trains. Mais tout ça appartient au même groupe. À l'époque, ils avaient même fait une pub pour annoncer ça. Bon, je vous en mets qu'un tout petit bout parce qu'elle est bien pénible. Je pense qu'on va se découvrir, et même je pense qu'on va se redécouvrir, et qu'on va s'apporter beaucoup de choses. C'est vraiment une nouvelle relation qui démarre. Voilà pour l'histoire de Fret et Réseau, qui ne préjuge en rien de ce qui va se passer pour l'ouverture à concurrence voyageurs. Mais il est important d'en comprendre la mécanique, car elle va influencer la suite. Passons donc aux voyageurs, et commençons par le TGV. Mais avant ça, on va faire une petite pause, car vous avez déjà eu pas mal d'infos jusqu'ici. Donc cette petite pause, on va la faire avec des chatons. Des chatons mignons. Pourquoi ça? Eh bien si vous posez la question, regardez cette vidéo et vous comprendrez. Voilà, fin de la pause, fin des chatons, retour au TGV et à la concurrence. Vous ne le savez peut-être pas, mais le marché est déjà ouvert à concurrence en France. Et ça depuis décembre 2020. Cette ouverture de marché est dite en open access. Ça veut dire que chacun peut venir, acheter un sillon et faire rouler ses trains, et ça n'importe où en France. Pour le client, ça va se traduire par exemple par un choix pour faire Paris-Lyon. Il aura le TGV de 7h ou le Tello, une entreprise ferroviaire privée, de 7h05. Et ainsi de suite. Ça partira de la même gare, arrivera à la même gare, mais forcément, ça ne pourra pas rouler exactement en même temps. Mais il faut savoir que 2 TGV sur 3 perdent de l'argent. Alors, pourquoi ça et pourquoi on les fait si le but est justement de gagner de l'argent? Vous vous souvenez du caractère indépendant du TGV dont je parlais un peu avant? J'ai bien dit indépendance relative. Tout est là. Le TGV est éminemment politique. Un maire d'une ville veut son TGV car ça participe au rayonnement de sa ville. Donc il va tout faire pour l'avoir ou pour ne pas le perdre s'il l'a déjà. Sauf que notre réseau ferroviaire est vieux, trop longtemps laissé de côté par manque de financement. Et quand un train roule, c'est comme vous avec votre voiture sur l'autoroute. Il faut payer. Donc le train paye son sillon. Mais notre réseau, plus il vieillit, plus il a besoin de finances pour l'entretenir et le renouveler. Et au fait, que se passe-t-il lorsqu'une partie de l'infrastructure ferroviaire arrive en fin de vie ou a besoin d'un développement pour être plus fiable? C'est ce que l'on appelle la régénération ou la modernisation. Ces chantiers importants ont un gros impact sur la circulation des trains, car ils nécessitent une fermeture de certaines voies pour une longue durée, un week-end complet par exemple. Si bien que le prix des sillons a explosé.
le prix d'un train est devenu plus cher. Dans le même temps, d'autres modes de mobilité ont vu le jour. L'avion low cost, le covoiturage, le car et le TGV qui passait dans la ville de notre mère d'une ville moyenne est devenu non rentable. Avant, cette non-rentabilité n'était pas un souci. Les TGV qui gagnaient de l'argent servaient à payer ceux qui en perdaient. Mais voilà, avec la hausse faramineuse du coût des sillons, même les TGV qui gagnaient de l'argent se sont mis à moins en gagner. Et de fait, il est devenu très compliqué de compenser la perte de rentabilité des TGV qui, de base, ne gagnaient pas d'argent. Mais perdre ton TGV pour une ville, c'est envoyer un très mauvais signal aux électeurs. Donc ce maire va se battre pour le garder. Et suivant son poids politique, il y arrivera ou pas. Et on va donc continuer à faire du TGV non rentable dans 2 cas sur 3. La concurrence va faire quoi, elle? Comme pour le fret, se concentrer là où c'est rentable. On ne va pas les en blâmer, c'est le principe même d'une entreprise. Donc en train à grande vitesse, n'espérez pas trop rejoindre Poitiers ou Nancy avec un autre opérateur que la SNCF prochainement, car ils n'y viendront pas. Il n'y a rien à y gagner, ce sont les joies de l'open access. Bon, petite pause avant de continuer. Imaginez, vous êtes une société d'autoroute, la société AB. Votre but est qu'il y ait le maximum de véhicules sur votre trajet de A vers B, de façon à faire rentrer le maximum de péage logique. Si vous êtes une société de cars, la société des cars AB, qui va emprunter ce trajet de A vers B, votre but est d'avoir le maximum de clients à bord de vos cars, pour amortir vos frais, dont les fameux péages de l'autoroute. Pour ça, vous espérez qu'il y ait le moins d'autres sociétés de cars sur ce trajet. Et là, je vais vous retourner le cerveau. Si votre société d'autoroute et votre société de car appartiennent en fait au même groupe, le groupe AB. Les agents des 2 sociétés sont donc des collègues, mais ils ont des intérêts radicalement opposés. Les autoroutes veulent le maximum de sociétés de car, car ça fera plus de véhicules, et donc plus de péages. Mais la société de car, elle en veut le minimum, pour avoir le minimum de concurrents, et donc le maximum de clients à bord de ces cars. Ces 2 entreprises qui appartiennent au même groupe ont donc une culture d'entreprise identique, mais se retrouvent d'un coup en opposition totale d'intérêts. Remplacez les cars AB par SNCF Voyageurs et les autoroutes AB par SNCF Réseau. Et vous avez ce qu'est devenu la SNCF. Tous cheminots, tous SNCF, mais dont une moitié souhaite ce qui peut faire très mal à l'autre moitié. C'est compliqué pour la culture d'entreprise et ça le devient de plus en plus. Pas très joyeuse cette petite pause. Bon, revenons à la concurrence. Alors c'est bon pour l'open access du TGV, vous avez tout compris? Vous pensez que ça va être simple du coup pour la suite? Raté, c'est complètement différent. L'Intercité, appelé aussi train grande ligne, est un marché de service public. Son but n'est pas de gagner de l'argent, mais de ne pas en perdre. Il appartient à l'État. Et l'État a décidé d'ouvrir ce marché à concurrence en 2019 et a lancé un appel d'offres. Là, ce ne sera pas de l'open access, car il y a peu de trains concernés. Quand il y a peu de trains, ce serait très compliqué de multiplier les opérateurs. Et un opérateur n'aura de son côté aucun intérêt à engager des frais importants pour au final ne faire que 3 ou 4 trains par jour. Donc c'est un autre modèle qui est choisi, celui de la franchise. On met tous les trains d'une même relation dans un paquet cadeau et celui qui remporte le paquet remporte tous les trains. Là, pour Intercité, l'État avait décidé de faire un paquet de 2 lignes. Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux. Celui qui gagnait l'appel d'offres gagnait les 2 lignes. Pour rendre sympa le cadeau, l'État avait préalablement repassé ses vieux trains par des matériels tout neufs sur ces 2 lignes. Mais voilà, même avec ça, le cadeau n'était pas si tentant, car c'est compliqué de faire de l'interrégion à travers la France. Sur des lignes où se côtoient les intercités, les TER, les frets, les TGV hors ligne grande vitesse, ça rend la production très complexe. Et surtout, le prix proposé par l'État pour faire ce service, ça n'était pas bien élevé et la rentabilité allait être très limite. Si bien que de concurrents, il n'en est resté qu'un à proposer ces services, la SNCF. Donc, gagnant? Et non, car une fois que la ligne d'arrivée de l'appel d'offres a été franchie, l'État a décidé que la course était à refaire, avec de nouvelles règles. Donc il va refaire un appel d'offres plus tard. En attendant, on continue comme actuellement. La SNCF
fait. Alors, petit résumé, TGV Open Access, les clients auront le choix en gare. Intercité franchise, les clients n'auront pas le choix de l'opérateur. On passe donc à présent au TER. On devrait parfois réfléchir avant de prendre sa voiture. TER, pour être bien, bougeons mieux. Et si vous avez compris pour l'intercité et que vous savez faire des multiplications, ça devrait aller. Car le TER, c'est le même principe, mais multiplié par autant de régions que compte la France. Et par différents lots dans chaque région. Et avec des calendriers différents. Oui, sinon, ce sera trop simple. Rien compris, moi. Alors on va prendre un exemple imaginaire. Une région qui a 20 lignes de TER et veut expérimenter la concurrence. Mais bon, prudente, elle se dit qu'elle ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, un peu en mode intercité, elle va faire des lots de lignes. Elle va faire un paquet de 5 lignes géographiquement liées et en faire un petit marché à part. Elle va reproduire l'opération avec 5 autres lignes. On aura donc 3 lots. 2 lots de 5 lignes qu'elle va ouvrir à concurrence et un lot de 10 lignes qu'elle va continuer à laisser non ouverts à concurrence, donc opérés par l'opérateur historique, la SNCF. En fait, elle a besoin de procéder ainsi car de son côté, il faut qu'elle monte toute une structure pour gérer tout ce bazar et qu'elle fasse monter en compétence ses personnels sur ces nouvelles procédures économiques. De leur côté, les nouveaux opérateurs sont bien contents de ne pas hériter de tous les trains d'un coup, car ça ferait un paquet énorme à gérer alors qu'ils ne sont même pas encore implantés. Donc ça arrange les régions politiques et ça arrange les concurrents. Et comme pour Intercité, chaque ligne regroupe en fait peu de trains. Et même en regroupant des paquets, ça ne fait pas encore beaucoup de trains. Nous sommes en région, pas sur les RER B. Aussi, il ne serait pas viable, ni pour un opérateur, ni pour les régions, d'avoir plusieurs sociétés exploitant un même lot. Donc un lot sera indivisible. Traduction, si tu gagnes le lot ABC, tu gagnes les relations de A vers B, de B vers C et de C vers A. Pour le client, ça veut dire qu'il n'y aura toujours qu'un seul opérateur ferroviaire sur sa ligne. Il n'aura pas le choix entre plusieurs. Si la compagnie Train-Train gagne le lot ABC, le client prendra des trains Train-Train ou ses pieds, mais il n'aura pas le choix entre Train-Train, Chouchou et SNCF. Donc là aussi, rien à voir avec une concurrence comme beaucoup l'imaginent, où on aurait le choix des trains comme on peut avoir le choix d'une compagnie aérienne. Ceci dit, en fait, c'est assez semblable. Sur les petits marchés aériens, assez souvent, il n'y a qu'une compagnie qui fait les relations. Donc, en fait, mon exemple est nul. Non, on va comparer avec les supermarchés. Vous pensiez avoir le choix entre Leclerc, Carrefour et Lidl, et en fait, vous n'avez que Lidl qui s'implante, car votre commune est trop petite pour avoir assez de clients pour 3 enseignes. Ben voilà, welcome dans le monde du TER. Vous aviez la SNCF, et si elle perd un appel d'offres, vous aurez un autre à la place, mais pas le choix entre les deux. Fais comment nous là? Arrangez-vous, je sais pas, je veux pas savoir. Pour les calendriers, on verra ça à la fin. Alors, pour le Transilien, je vais être gentil et simplifié. Vous avez bien compris le TER? Eh bien, pareil, mais en plus gros et plus tard. Vous pensez que j'abrège car j'ai envie d'en finir avec cette vidéo? Non, en fait, il reste un détail, 3 fois rien. Enfin, si, en fait, c'est un truc fondamental que beaucoup n'ont pas bien compris. Les rames TGV appartiennent à la SNCF. Les agents qui s'en occupent, des technicentres à la conduite, en passant par les gens des quais ou des fonctions support, sont donc des agents SNCF. Les concurrents vont venir avec leur matériel et leur personnel. C'est ça l'Open Access. Pour l'Intercité, le TER et plus tard Transilien, rien à voir. Les agents SNCF opèrent pour le compte des régions. La région paye la SNCF, qui à son tour paye ses agents. Et oui, vu que le client ne paye que 10 à 20% du coût réel du trajet, le reste est compensé par les régions. Les trains aussi appartiennent aux régions. La SNCF les utilise et les entretient pour le compte des régions. Aussi, quand un concurrent va gagner le paquet cadeau avec ce fameux lot, il va gagner les agents et les trains qui vont avec. C'est un lot clé en main, la belle vie.
Donc la SNCF a dû faire des comptes et des listings en fonction des jobs de chaque agent. Prenez un conducteur par exemple. Dans notre région de 20 lignes, ce conducteur avait les compétences pour en parcourir 18. C'est un exemple. Eh bien, on va regarder combien il fait de pourcents de son utilisation sur chaque paquet de 5 lignes qui sera ouvert à concurrence. Et en fonction de ça, on saura si oui ou non il est considéré comme étant agent appartenant à l'un des lots concernés par l'ouverture à concurrence. Maintenant, multipliez ça par autant de métiers qu'il y a à la SNCF, c'est-à-dire des centaines, et autant d'agents qu'il y a dans chaque métier. Car une personne qui fait de la communication à la SNCF, il va falloir calculer pour elle aussi. Je ne vous raconte pas le truc de malade pour déterminer cette masse de données pour l'ensemble des métiers. En fonction des résultats, on aura donc un nombre d'agents qui basculeront chez le concurrent avec les trains et le marché. Ça nous donne une vraie usine à gaz. Et ça va très loin, car un train c'est aussi sa maintenance, son historique de maintenance, les compétences particulières apprises au fil des ans pour le réparer. Tout ça est aussi dans le paquet cadeau. Ça va se traduire comment pour le client TER ? Imaginons que sa ligne fasse partie d'un lot ouvert à concurrence et gagné par un autre opérateur que la SNCF. Eh bien ça va être la révolution pour cet usager, car ce qui va changer pour lui, ce sont les autocollants sur le train. Oui, c'est tout. C'est une blague ou quoi? Pas du tout. Pourquoi une blague? Vous prenez les mêmes trains, les mêmes agents, et vous mettez tout ça sur les mêmes rails. Alors bien entendu, sont espérées à la clé des économies, car le facteur prix est forcément essentiel dans l'obtention d'un marché. Mais repensez au fret et à sa sortie d'une SNCF intégrée. Les doublons créés. Souvenez-vous, les bureaux et les structures multipliées. On aura forcément le même schéma ici. Plusieurs opérateurs, c'est plusieurs structures, là où il n'y en avait qu'une. Et la même chose côté régions politiques, qui vont devoir gérer tout ça avec différents opérateurs. Mécaniquement, ça va alourdir les démarches, rendre tout ça plus complexe. C'est vrai que ça en avait vachement besoin. Et ça va créer des charges là où il n'y en avait pas. Le risque est donc que les économies directes et affichées soient mangées par des coûts induits et beaucoup moins visibles. Des coûts ferroviaires qui basculeraient en charge de fonctionnement de la région, par exemple. Enfin, abordons le calendrier. Car oui, ce serait simple si c'était une seule et même date. Mais non, chacun y va à sa vitesse. Donc ça donne un éventail multiple en fonction des produits et pour certains produits en fonction des régions. Alors, TGV, c'est ouvert. Intercité c'est ouvert, mais vous avez compris que l'État veut rejouer le jeu et donc refaire un appel d'offres, on ne sait pas trop quand. Et TER, c'est à partir de maintenant jusqu'à 2023. Ça veut dire qu'en 2023, toutes les régions devront avoir ouvert tout ou partie de leur marché à concurrence. Pour le Transilien, ce sera très progressif, entre 2023 et 2033. Non de Zeus! Maintenant, si demain vous voulez faire du train de Chamonix au Havre, par exemple, vous pouvez totalement le faire en toute liberté et dès aujourd'hui, avec votre matériel et vos agents. C'est le cas de certaines compagnies comme Railcoop, par exemple. Alors, attention, compagnie privée ne veut pas dire zéro subvention publique. C'est ainsi que ces compagnies se voient attribuer des subventions publiques à travers le financement des régions qu'elles vont parcourir. L'objectif de la région, c'est que ces rames, c'est nous qui les avons achetées à la SNCF. Et donc, nous demandons à la SNCF de céder ces rames à Railcoop avec un prix d'achat, mais qui sera avantageux. Là encore, les grands dogmes sur le privé et le public ont des frontières très floues. Et moi, ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, pour ces trains qui ne sont ni du TER, ni du TGV, ni de l'Intercité, il n'y a pas de convention. Ils font hors convention et sont donc libres. Mais la liberté aura aussi un coût, celui du risque économique. Non couvert comme il peut l'être au TER par exemple. Une des premières régions à ouvrir à la concurrence était la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les autres vont suivre. En PACA, plusieurs lots étaient sur la table et le plus petit a été gagné par Transdev, un opérateur privé. Ils feront 14 allers-retours par jour, donc 28 trains. Pour rappel, la SNCF en fait 8000 par jour à travers toute la France. Ces 28 trains changeront donc d'autocollant à partir de 2025, le temps que le nouvel opérateur soit prêt. Encore une fois, ce n'est pas à moi de dire si ce sera mieux ou moins bien.
si les gains espérés seront là, au-delà du simple affichage médiatique. Mais voilà, vous avez à présent l'ensemble des clés pour vous faire votre idée. Vous savez à présent que rien n'est jamais simple, dans le ferroviaire comme dans le reste. Aussi méfiez-vous toujours des phrases simples, évidentes et tentantes, alors qu'on parle de sujets complexes. Ces phrases dissimulent souvent une complexité qu'il est bon de connaître, pour ne pas finir dans le sable. Allez, l'important est que tout ça, ça reste du train. Alors en open access, en franchise ou hors convention, à bientôt en tchou-tchou.